Donc on va maintenant écouter Stéphanie Desfossés qui va nous parler donc non pas de comment vivre avec les vaches, je vous dis, mais comment vivre avec les volcans. C'est une autre type de relation. Merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter une modeste contribution aux nombreuses recherches qui sont effectuées dans le rift africain. Alors moi, je viens des SHS et je suis géographe. Donc avec mon équipe, le laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier, nous sommes des géographes spécialisés dans l'étude des risques et des catastrophes naturelles. Mais en fait, les résultats de cette recherche sont issus d'un projet interdisciplinaire mené avec des collègues sismologues et pétrologue ou pétrochimiste, je ne sais pas exactement comment on le dit, pétrologue plutôt, que je profite de remercier ici parce que c'est eux qui nous ont initiés et amenés à travailler sur le rift africain et particulièrement sur la Tanzanie, qui sont des territoires assez formidables à étudier. Sont associés ici aussi deux collègues volcanologues qui ont participé notamment à la rédaction du chapitre sur le sujet qui met en évidence les relations entre les hommes et les volcans. Et donc on a intitulé la présentation « Vivre avec les volcans, risques, opportunités, adaptation ». Et donc je vais structurer mon propos autour de 3 grandes idées. Et la première question qu'on peut se poser, mais ça vaut pour tous les volcans du monde, c'est pourquoi les populations vivent à proximité des volcans, parfois sur les flancs des volcans. Bien évidemment, il y a un intérêt certain pour ces populations à y rester. Parfois, elles sont obligées, mais parfois, et très souvent, c'est par choix, parce qu'il y a évidemment des relations positives, des effets, des bienfaits, et des relations qui sont très intrinsèquement liées, on verra parfois aux divinités. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, ces volcans, ils peuvent être aussi destructeurs, synonymes de danger, de peur, mais aussi de fascination. Cette peur va aussi créer cette fascination. En fonction des différents phénomènes naturels qu'ils vont provoquer, ils peuvent engendrer évidemment des dommages, des dommages considérables sur les communautés. Et puis, dernier élément, assez bref, je parlerai notamment de l'adaptation de ces communautés face aux risques volcaniques. Alors, pour ces quelques minutes passées avec vous, je vais vous emmener sur une échelle spatiale beaucoup plus courte et sur une échelle temporelle aussi beaucoup plus courte que mes collègues l'ont fait. Alors, je ne vais pas revenir sur le contexte du rift. J'avais prévu de vous poser la question et d'y répondre brièvement, c'est quoi le rift et c'est où le rift, mais mes collègues l'ont fait très largement et Raphaël a largement insisté sur cette explication. Et donc, moi, je vais plutôt vous parler d'une zone qu'on va retrouver en Tanzanie, au nord-ouest dans la Tanzanie, avec la frontière avec le Kenya. Donc, on a le long de ce rift qu'on a l'habitude de symboliser sous une forme de longue déchirure, tout au long de laquelle on va avoir une fréquente et parfois une intense activité sismique et volcanique. Donc on a de nombreux volcans, de nombreux cratères, des volcans en sommeil qui entourent quelques volcans actifs. Et parmi ceux-là, nous avons ici le Oldonyo Lengai. Donc on va retrouver, vous le voyez, sur cette zone. Alors si j'arrive, c'était pas ce que je voulais faire. Bon, je ne sais pas comment faire le petit laser, excusez-moi. Vous le voyez au centre de cette carte. Donc le Oldonyo Lengai. Et donc, ici, on a un volcan qui est un peu singulier. Donc il est actif. Il a des périodes d'activité intenses, dont la dernière date de 2007-2008, et puis des périodes finalement de repos. C'est un volcan singulier parce que c'est le seul volcan au monde qui produit des laves contenant des natrocarbonatites. Alors c'est important, vous le verrez pour la suite de l'exposé. On considère qu'environ 65 000 personnes occupent le territoire dans un rayon de 70 km à partir du cratère. Alors pourquoi 70 km? Tout simplement parce qu'on estime que les conséquences des éruptions volcaniques peuvent affecter les communautés qui résident dans ce rayon de 70 km. Nous sommes sur un territoire occupé par des sociétés qui ont encore un mode de vie très traditionnel, rural, dont les ressources économiques sont basées sur les activités agro-pastorales. On a notamment et principalement des éleveurs, mais on a aussi d'autres éléments qui viennent apporter des ressources financières, économiques, et notamment le tourisme. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Si on revient sur les 3 éléments dont je voulais vous parler, tout d'abord les bienfaits.
Alors les bienfaits, pourquoi les populations occupent de tels territoires? Tout simplement parce que les terres autour des volcans sont très fertiles pour l'agriculture, mais aussi pour les pâturages. Donc pour le Lengai, c'est principalement pour les pâturages, puisque ce sont des éleveurs, et donc ça assure au bétail une qualité de pâturage très élevée. L'agriculture ici, l'élevage ici, c'est principalement une monnaie d'échange. Les bêtes sont une monnaie d'échange, notamment pour des considérations un petit peu plus d'ordre culturel, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Le deuxième élément positif, le deuxième bienfait, c'est le sel, puisque le volcan est situé à proximité d'un grand lac qui s'appelle le lac Natron. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure que la lave du volcan contenait des natrocarbonatites. Alors, je ne sais pas si on dit la lave ou le magma, mais mes collègues de géosciences me pardonneront. Eh bien, en fait, tous les dépôts de cendres, mais aussi les matériaux volcaniques qui arrivent dans le lac Natron, qui est situé à une dizaine de kilomètres ou une quinzaine de kilomètres environ du Lengai, eh bien, en fait, vont se déposer dans le lac, et le taux d'évaporation très élevé du lac va laisser à la surface ou aux abords du lac des plaques de sel. Et ces plaques de sel vont être prélevées et vendues au bord des routes, comme vous pouvez le voir sur l'illustration en haut à gauche, et donc vont représenter une ressource financière pour les populations. C'est un bienfait, et en même temps, je nuance tout de suite, je mets un petit bémol, c'est que ce bienfait est largement compensé, malheureusement, par des effets néfastes sur la santé, puisque le sel contient des phosphates, de la silice et surtout du fluor, et ça a pour conséquence en fait de créer des insuffisances osseuses, en tout cas de réduire la résistance osseuse des populations, et ça a aussi des effets sur le bétail. Donc on a ici des conséquences sur vraiment l'occupation du territoire. Si on revient à des considérations un petit peu plus bienfaitrices, j'en ai parlé rapidement. Un des éléments importants ici, c'est le tourisme. Le tourisme qui est en pleine croissance. La Tanzanie, c'est une destination touristique majeure. En général, on y va pour les safaris et Zanzibar, mais les volcans sont aussi très, très attractifs. Évidemment, le plus emblématique, c'est le Kilimandjaro, mais à part le Kilimandjaro, d'autres volcans, le Meru, mais aussi le Lengai, sont très attractifs et font partie des circuits touristiques, et donc des attentes des touristes pour le paysage qu'on peut voir d'en bas, qui est assez, là vous le voyez aussi, assez fascinant, mais aussi pour l'ascension du volcan. Son ascension est réputée spectaculaire, difficile. D'ailleurs, si vous arrivez au sommet, on vous octroie un petit diplôme, comme vous pouvez le voir ici. Certains de nos collègues s'y sont essayés et ont plutôt réussi l'ascension. Donc ce tourisme, là encore, représente une ressource économique, mais on verra que ça peut avoir des conséquences aussi néfastes en cas d'éruption volcanique. Le dernier élément qu'on peut considérer comme bienfait, ou en tout cas comme lien positif avec le volcan, il est un peu moins pragmatique, il est un peu plus mystique, tout simplement parce que le Oldonyo Lengai, si on le traduit littéralement, c'est la montagne de Dieu. Donc en fait, il y a un lien assez divin, spirituel, entre les communautés qui occupent le territoire autour du Lengai et ce volcan. On a plusieurs rites, plusieurs rituels, notamment des rituels pour amener la pluie. D'accord ? Et le deuxième rituel assez important et le plus emblématique ici est lié à la fertilité des femmes. Les femmes venant du Kenya, de Tanzanie, particulièrement des communautés Maasai, vont faire l'ascension du volcan plusieurs jours de suite, d'accord, pour chanter, prier et appeler à leur fertilité. Donc il y a un lien très particulier de ces communautés avec leur environnement en général et le volcan en particulier, puisqu'ils doivent vivre en harmonie avec la nature, sinon ils vont déclencher la colère du volcan, et donc une éventuelle éruption volcanique. Voilà pour les relations qu'on peut considérer comme positives, bienfaitrices, ou en tout cas qui font partie des ressources financières de ces communautés. Mais le volcan, c'est aussi une source de danger. Alors, excusez-moi, il y a le son. Une source de danger. Donc, on a ici l'exemple d'une éruption volcanique, donc celle de 2007-2008. Vous le voyez, la lave est très fluide, très liquide. C'est une des laves les plus fluides et liquides au monde. C'est une des laves aussi les plus froides au monde. Et on a ici l'illustration du sommet, donc du cratère du Lengai. Alors c'est fascinant, c'est spectaculaire, mais évidemment, il y a des risques associés, des dangers parfois très brutaux,
parfois dévastateurs, qui vont créer des dommages sur les terres, sur les animaux, mais aussi sur les populations, ou en tout cas sur l'organisation spatiale et l'organisation de leur mode de vie. Je vais ici insister plutôt donc, sur ma démarche et mon approche géographique. Alors la mienne et celle de mon équipe, évidemment. Donc j'évoquerai aussi un petit peu les méthodologies qu'on peut mettre en place en géographie pour discuter des aléas et des risques volcaniques. Vous allez voir qu'il y a une différence entre aléas et risques volcaniques. Premièrement, on a plusieurs manifestations naturelles qui sont possibles. Des manifestations plus lentes, on va dire moins dangereuses, plus perceptibles, qu'on peut un peu plus anticiper. Ce sont par exemple les retombées de cendres. Vous le voyez, les retombées de cendres ici, eh bien, en géographie, ce qu'on s'amuse à faire, entre guillemets, c'est cartographier en fait les aléas. Je vais vous expliquer l'intérêt tout à l'heure. Donc on cartographie ces aléas. Comment on cartographie ces aléas? On va se servir de plusieurs éléments. Déjà, on peut se servir des images satellites qui couvrent par exemple une éruption. On peut se servir des documents d'archives quand ils existent pour reconstituer des événements passés. On peut se servir des témoignages des populations en allant sur le terrain et en questionnant les communautés. Et puis, on peut se servir aussi de la géomorphologie, c'est-à-dire qu'en allant sur le terrain, à l'instar de cette photo, on peut repérer des niveaux de dépôts de cendres et puis ensuite les dater pour essayer de reconstituer une sorte d'historique des éruptions volcaniques avec des manifestations de retombées de cendres. Donc ici, on voit l'extension spatiale de ces retombées de cendres, qui, vous le voyez, est assez circulaire. Alors on l'a reconstituée avec la vitesse et la direction des vents. Ce sont des modélisations qui sont évidemment à prendre avec beaucoup de prudence. Il y a évidemment des biais, mais ça donne une image, au moins a priori, et assez globale de ce qui est possible de se produire. On a une extension, vous voyez, spatiale beaucoup plus vers l'ouest que de ces retombées de cendres. Deuxième manifestation naturelle possible, ce sont les coulées de lave. Donc les coulées de lave, où vous le voyez, l'étendue spatiale est un petit peu moins importante, simplement quelques kilomètres à partir du cratère, avec des aléas plus forts sur les flancs nord du volcan, et puis un aléa faible sur une dizaine de kilomètres au nord du volcan. Alors c'est important, on le verra ensuite quand on va parler des risques volcaniques. Donc là encore, on va se servir de données existantes dans la littérature scientifique, de la cartographie existante, et puis des données de terrain. Donc là, si on va sur le terrain, on peut repérer ces coulées de lave, on peut repérer et spatialiser leur étendue. On a ici, par exemple, la coulée de lave de 2007-2008 qui est arrivée jusqu'à 4 km sur le flanc nord du volcan. Deux autres types de phénomènes qu'on va retrouver, mais qui ont un caractère beaucoup plus brutal, ce sont les lahars. Les lahars, en fait, ce sont des coulées de matériaux volcaniques qui vont s'écouler dans les talwegs. Alors les talwegs, c'est la ligne imaginaire des points les plus bas, et c'est normalement là où s'écoulent les cours d'eau. D'accord ? Il y a énormément de talwegs sur le Lengai. Là encore, on a pu les reconstituer grâce à des systèmes d'information géographique, c'est-à-dire qu'à partir de fonds universels, on va réussir à extraire les talwegs. Et à partir de là, on va pouvoir modéliser, en tout cas scénariser, les coulées de lahars avec les matériaux qui sont présents sur le volcan. Donc l'extension des lahars, qui est un phénomène très rapide, très brutal, et qui peut arriver plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après une éruption volcanique, puisque pour être déclenché, il y a besoin de précipitations, et dans ces zones, on peut passer plusieurs semaines ou plusieurs mois sans précipitation. Donc ça peut être un phénomène indirect, auquel les populations s'attendent un peu moins, d'accord, en tout cas dans la temporalité, mais qui sont extrêmement, extrêmement dangereux. On peut, là encore, sur le terrain, vous le voyez sur cette photo, repérer en fait des traces de lahars. Ici, ce sont les matériaux les plus grossiers que vous voyez, qui sont surplombés par une couche de dépôt de cendres. Enfin, dernier élément, qui est aussi un événement un peu brutal, ce sont les avalanches de débris. Les avalanches de débris, on peut les assimiler comme un glissement de terrain, comme si une partie du flanc du volcan venait s'écouler, partir et atterrir un peu plus loin, comme vous le voyez sur cette photo, où on a à gauche de la photo une avalanche de débris liée à une éruption du Lengai. Donc là encore, les scénarios sont possibles grâce au terrain, grâce au SIG, et on voit qu'ici on a une extension spatiale très très importante
qui va jusqu'au lac Natron et qui va jusque dans le lac Natron. Donc ici, non seulement on a un phénomène brutal, très dommageable, et qui peut entraîner un autre aléa qui est l'aléa de tsunami. C'est-à-dire que si une avalanche de débris venait atterrir dans le lac Natron, on pourrait avoir une vague de tsunami qui viendrait submerger les abords du lac. Donc ça aussi, on peut le scénariser et le cartographier. Alors pourquoi c'est important de scénariser, de cartographier les aléas volcaniques? Tout simplement parce qu'ils représentent des risques. Pourquoi ils représentent des risques? Parce que ces territoires sont occupés. Donc, sont occupés par les hommes avec leurs villages, sont occupés par le bétail qui représente une manne importante pour ces populations, et donc ils vont représenter évidemment des conséquences dommageables. Comment on fait la différence entre l'aléa et le risque? On va inclure deux notions très importantes que sont les enjeux et les vulnérabilités. Donc les enjeux, c'est tout simplement... Pardon, ça c'est déconnecté, excusez-moi. Donc les enjeux, ce sont tout simplement les biens matériels, immatériels qui peuvent être affectés par les aléas volcaniques. Donc les personnes, les routes, les réseaux, le bétail, l'agriculture, et puis l'environnement finalement au sens large. Donc là encore, on va se servir des systèmes d'information géographique pour essayer de faire ressortir les enjeux exposés aux aléas volcaniques. Donc à partir de données accessibles à tout le monde, les données OSM, que vous connaissez probablement, parce que ce sont les données que vous avez normalement dans vos GPS, d'accord? Donc ce sont des données gratuites, accessibles à tous. On peut faire des requêtes pour faire apparaître ces enjeux. Et puis ensuite, il y a une vérification de terrain pour quantifier ces enjeux, mais aussi pour les qualifier, c'est-à-dire faire une typologie. Quels types d'enjeux sont exposés? J'ai des logements, j'ai des infrastructures médicales, par exemple, des routes, peu importe. On va évidemment aller le plus exhaustif possible. Donc la vérification de terrain est ici très importante pour caractériser ces enjeux. Ensuite, on va caractériser les vulnérabilités. La vulnérabilité, c'est un terme assez large qu'on pourrait mettre beaucoup de temps à expliquer, mais en gros, c'est la potentialité d'endommagement des enjeux. Alors, il y a deux échelles de vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité très systémique qui nous fait dire que, par exemple, en fonction des caractéristiques socio-économiques d'un pays, ce pays va se remettre plus ou moins bien d'une crise. Et puis, il y a un deuxième niveau de vulnérabilité qui est plus analytique, où ça va être la vulnérabilité des enjeux. Quelle maison est plus vulnérable qu'un autre? Quel type de population est plus vulnérable qu'un autre? Là encore, on a besoin de pratiquer le terrain, d'aller sur le terrain, de mettre en place des indicateurs qui vont nous permettre de dire ce qui est plus vulnérable de ce qui est moins vulnérable. Quand on a identifié les aléas volcaniques, les enjeux et les vulnérabilités, on va arriver à ces cartes de scénarios de risque. Alors on va parler plutôt de scénarios de risque plutôt que de cartes des risques, parce qu'il n'existe pas de carte de risque à proprement parler. Il n'y a pas un risque naturel, mais des risques naturels, et donc on ne pourrait pas simplifier l'exposition à un risque avec une seule carte. Donc on va faire des scénarios. On peut faire des scénarios pareils en fonction de différentes temporalités. Si une éruption volcanique a lieu de nuit, le jour, si elle a lieu pendant une période de vacances où il y a énormément de touristes. Voilà. Donc on peut aussi décliner ces scénarios. Donc on va arriver à ce genre de cartographie où on a superposé les aléas aux enjeux et vulnérabilités et on va identifier les zones qui sont les plus à risque, les zones où il pourrait y avoir le plus de dommages. Donc à quoi servent ces cartes finalement? Eh bien ces cartes vont servir dans des plans de gestion, mais aussi à faire de la prévention, mais aussi de la gestion de crise. D'accord ? On a beaucoup parlé des communautés. Je reviendrai tout à l'heure dans la conclusion de la gestion des risques en général, notamment par les institutions. Mais ces cartes peuvent largement servir à organiser des stratégies de gestion de crise en cas d'éruption majeure. Dernier élément, je vais passer rapidement, je conclus rapidement après. Dernier élément, on parlait de l'adaptation. La troisième idée que j'ai évoquée lors de la première diapo, c'était l'adaptation. On s'est rendu compte que des communautés étaient beaucoup plus adaptées que d'autres à faire face aux risques volcaniques. Et en interrogeant les communautés Maasai, alors surtout à partir de bibliographie, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on s'est rendu compte que
ce mode de vie traditionnel était très important parce qu'il y avait des savoirs locaux qui se transmettaient de génération en génération, donc par tradition orale, mais aussi par tradition écrite, et qu'en fait, les communautés, finalement, arrivaient à déceler des signes précurseurs, et que pour eux, le Lengai, quand il entrait en éruption, ce n'était pas forcément quelque chose de négatif. Lors d'une des missions de terrain, on a rencontré par exemple une femme dans un des bomas qui nous disait que la semaine précédente, il y avait eu quelques crachats de cendres et que ça ne l'avait pas plus inquiété que ça parce qu'on était habitués. Et à partir d'un certain seuil, là, ça va les inquiéter et peut-être ils vont réagir différemment et notamment se déplacer. Deuxièmement, ce qui est important ici, c'est les modes de vie. On parle de semi-nomadisme. Alors là encore, c'est un terme très générique. On n'est pas sur des populations nomades totalement. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant un certain moment de leur vie, certaines personnes, les adolescents notamment, jusqu'à l'âge adulte, vont aller vivre en dehors de leur résidence, de leur village d'habitude. Il y a aussi la mise en place de villages temporaires pour les marchés locaux, les festivités. Eh bien, toutes ces résidences ailleurs accueillent en fait les populations qui sont obligées ou contraintes de se déplacer lors d'une éruption volcanique. La propriété foncière est commune. Ça veut dire que si des populations ont besoin d'être accueillies pendant un certain temps, si le bétail a besoin d'être accueilli pendant un certain temps, ça se fait de manière assez facile. Alors c'est un message évidemment optimiste, ça peut être beaucoup plus compliqué dans la réalité, il peut y avoir bien sûr des tensions, mais globalement, en théorie, voilà comment ça peut se passer. Donc on considère que ces communautés sont quand même plutôt adaptées à vivre à proximité du volcan. Donc pour conclure très rapidement, je reviens sur les trois idées du début. Donc ce lien très fort divin, mystique avec le volcan. Sur le fait que, évidemment, ce volcan représente un risque, des risques non négligeables, mais qu'il représente aussi des opportunités, et qu'avant tout, ce qui a été mis en avant par des anthropologues, c'est qu'il y avait une réelle appartenance à une terre volcanique. Et c'était ce qui était le plus important pour ces communautés, c'était ce sentiment d'appartenance. Je voudrais terminer par une note un peu plus négative. J'aurais aimé conclure sur du positif, mais je parle beaucoup de l'adaptation des communautés. Nous, en France, quand on parle de risque naturel, on parle de la gestion institutionnelle. On parle des plans de gestion, des plans de prévention, des choses comme ça. Ça existe aussi en Tanzanie, seulement c'est très récent. Le premier bureau, on va dire, date de 2004, et puis une agence a été aussi formée en 2015, mais c'est très récent et c'est très dépendant de l'extérieur, de l'aide extérieure, des ONG notamment, et de l'aide internationale, et c'est encore assez peu structuré. Dernier élément, instrumentalisation de la gestion des risques. On s'est rendu compte qu'en fait, autour du Lengai, eh bien, il y avait peut-être une instrumentalisation politique, puisque sous couvert de faire de la gestion des risques, c'est-à-dire mettre à l'abri les populations face aux risques volcaniques, on arrivait à les repousser un petit peu de leur territoire, à les contraindre sur des territoires plus petits pour laisser la place à d'autres types d'activités, notamment le tourisme et d'autres activités touristiques un peu moins glorieuses. Merci de votre attention.